Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle histoire qui va toucher votre cœur de la manière la plus inattendue. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Ophélie, une jeune femme de 23 ans qui travaille comme femme de ménage, et d'Augustin, un millionnaire solitaire qui a fermé son cœur à l'amour depuis des années. Imaginez un moment où un simple geste, une caresse innocente demandée dans un moment de vulnérabilité, peut changer le cours de deux vies pour toujours. Cette histoire nous emmène dans un voyage, où la tendresse rencontre la richesse, où la pureté d'un cœur peut transformer même l'homme le plus distant. Vous découvrirez comment une famille entière peut accueillir l'amour quand il frappe à leur porte, et comment parfois les surprises les plus belles de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Merci à tous ceux qui nous suivent fidèlement, qui laissent leurs commentaires remplis d'amour et qui partagent nos histoires avec leurs proches. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à rejoindre notre grande famille pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires émouvantes. Dites-moi dans les commentaires, d'où nous écoutez-vous en ce moment? De votre salon confortable, de votre cuisine en préparant le dîner, peut-être en vous promenant ou dans les transports. J'adore savoir où nos histoires vous accompagnent dans votre quotidien. Maintenant, installez-vous confortablement, car notre histoire commence. Le matin du 15 octobre était particulièrement doux à Paris, avec cette lumière dorée d'automne qui filtrait à travers les rideaux de soie du manoir des Beaumont. Ophélie Moreau se tenait devant les imposantes grilles en fer forgé, ses mains légèrement tremblantes serrant la hanse de son petit sac en cuir usé. À 23 ans, elle avait déjà travaillé dans plusieurs maisons bourgeoises, mais jamais dans une demeure aussi grandiose que celle-ci. Les 3 étages de pierre blanche, les balcons ornés de sculptures délicates et les jardins impeccablement entretenus témoignaient d'une richesse qu'elle n'avait jamais côtoyée. Son oncle Marcel lui avait dit que ce travail pouvait changer sa vie, et en regardant cette magnificence, elle commençait à comprendre pourquoi. Le portail s'ouvrit automatiquement après qu'elle eut pressé l'interphone, et elle remonta l'allée pavée avec cette démarche humble mais déterminée qui la caractérisait depuis l'enfance. Marie-Claire Beaumont l'attendait déjà sur le perron, un sourire chaleureux illuminant son visage de femme de 58 ans, aux cheveux châtains élégamment coiffés. « Vous devez être Ophélie », dit-elle en s'approchant avec cette grâce naturelle que seules les femmes de sa condition savent cultiver. « Votre oncle Marcel m'a beaucoup parlé de vous. Il paraît que vous êtes une travailleuse exceptionnelle. » Ophélie baissa légèrement les yeux, encore intimidée par tant de gentillesse. « Bonjour, Madame Beaumont. Je vous remercie de me donner cette chance. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. » Sa voix était douce mais ferme, révélant cette force intérieure que la vie avait forgée en elle depuis qu'elle était devenue orpheline, à l'âge de 15 ans. Marie-Claire la guida à travers les couloirs aux murs ornés de tableaux de maître, lui expliquant les habitudes de la maison et les préférences de chaque membre de la famille. L'intérieur du manoir était encore plus impressionnant que l'extérieur. Les sols en marbre italien reflétaient la lumière des lustres en cristal, et chaque pièce semblait raconter une histoire de raffinement et de tradition familiale. « Mon mari Henri travaille encore, même à son âge », expliquait Marie-Claire en passant devant le bureau aux portes en acajou. « Il dit que la retraite, c'est pour les autres. Ma fille Isabelle vient souvent avec ses 2 petits. Ils adorent leurs grands-parents. Et puis il y a mon fils Augustin. » Sa voix changea légèrement, prenant une nuance de préoccupation maternelle. « Il dirige maintenant toutes les entreprises familiales. C'est un homme brillant, mais... » Elle s'arrêta, comme si elle cherchait les mots justes. Il travaille trop et depuis quelques années, il s'est un peu refermé sur lui-même. Vous comprendrez quand vous le rencontrerez. Ophélie hocha la tête, intriguée par ce mystérieux fils dont la mère parlait avec tant d'amour et d'inquiétude mélangées. C'est à ce moment précis qu'une porte s'ouvrit au fond du couloir principal et Augustin Beaumont apparut. Grand, élégant dans son costume sombre parfaitement coupé, il avançait avec cette assurance que donnent le pouvoir et la richesse. Ses cheveux bruns étaient impeccablement coiffés. Ses traits fins et aristocratiques auraient pu faire de lui un personnage de roman, mais ses yeux gris révélaient une froideur qui contrastait avec sa beauté naturelle. « Maman, j'ai une réunion importante dans 1 heure, » dit-il, sans même regarder dans leur direction. « Peux-tu demander à Louise de préparer mon café plus fort aujourd'hui ?» Ce n'est qu'à cet instant qu'il remarqua la présence d'Ophélie, et son regard se posa sur elle avec cette indifférence polie qu'il réservait aux domestiques. « Je suppose que c'est la nouvelle femme de ménage », ajouta-t-il d'un ton neutre, ni désagréable ni chaleureux, simplement distant. Marie-Claire se hâta de faire les présentations. « Augustin, je te présente Ophélie Moreau. Elle va nous aider à entretenir la maison. » Ophélie fit une petite révérence respectueuse et murmura « Bonjour, monsieur Beaumont. »
mais il était déjà reparti vers son bureau sans un mot de plus. Marie-Claire soupira discrètement et reprit la visite comme si rien ne s'était passé. « Ne le prenez pas personnellement, ma chère Ophélie. Mon fils n'a pas toujours été comme ça. Il était différent avant. » Elle laissa sa phrase en suspens, mais Ophélie sentait qu'il y avait une histoire derrière cette transformation. Elles visitèrent la cuisine spacieuse où régnait Louise, la cuisinière de la famille depuis plus de 20 ans, puis les salons aux meubles d'époque, la bibliothèque aux milliers de livres reliés cuir, et enfin les étages supérieurs avec leurs chambres aux décorations raffinées. Votre travail consistera principalement à entretenir les pièces communes et les chambres d'amis, expliquait Marie-Claire. Louise s'occupe des repas, et nous avons déjà quelqu'un pour le jardin. Vous commencerez tous les matins à 8 heures et vous pourrez partir vers 16 heures, sauf cas particulier. Le salaire proposé était généreux, bien plus que ce qu'Ophélie avait gagné auparavant, et elle sentit une vague de gratitude l'envahir. Pendant qu'elle discutait des derniers détails dans le petit salon attenant à la cuisine, Augustin passa de nouveau, cette fois-ci au téléphone avec un interlocuteur qui semblait l'agacer particulièrement. « Non, Pierre, ce n'est pas négociable. Soit ils acceptent nos conditions, soit nous trouvons un autre partenaire, disait-il d'une voix ferme qui ne laissait place à aucune discussion. Ophélie ne put s'empêcher de l'observer discrètement. Il y avait quelque chose dans sa façon de porter les épaules, dans cette tension presque imperceptible de sa mâchoire, qui lui faisait penser qu'il portait un fardeau bien plus lourd que ses responsabilités professionnelles. Quand il raccrocha brutalement et poussa un soupir d'exaspération, elle eut envie de lui dire quelque chose de réconfortant. Mais bien sûr, elle n'en fit rien. Une femme de ménage ne parlait pas à son patron sans y être invitée, surtout pas pour lui offrir des conseils qu'il n'avait pas demandés. La première journée d'Ophélie se déroula sans incident particulier. Elle découvrit que chaque recoin de cette maison était entretenu avec un soin méticuleux et que sa tâche consistait surtout à maintenir cette perfection déjà établie. Elle épousseta les meubles anciens avec la délicatesse d'une restauratrice d'art, passa l'aspirateur sur les tapis persans en évitant soigneusement les franges délicates et nettoya les miroirs jusqu'à ce qu'ils reflètent la lumière sans la moindre trace. Vers midi, Louise lui proposa de partager son déjeuner dans la cuisine. « Tu sais, ma petite, ça fait plaisir d'avoir une nouvelle tête ici, » dit la cuisinière en coupant des tranches de son pain maison. Cette maison avait besoin de jeunesse. Madame Marie-Claire est un ange, mais elle s'inquiète tellement pour son fils. Depuis que cette histoire avec Margot s'est mal terminée, il y a 3 ans, il n'est plus le même. Ophélie écouta sans poser de questions, comprenant que Louise avait besoin de parler autant qu'elle-même avait besoin de comprendre l'atmosphère de cette demeure. L'après-midi s'écoula paisiblement, et Ophélie commençait à se sentir à l'aise dans cet environnement luxueux mais chaleureux grâce à la bienveillance de Marie-Claire et Louise. C'est vers 15h30, alors qu'elle nettoyait les vitres du grand salon, qu'Augustin réapparut. Il se dirigea vers la bibliothèque attenante et resta là un moment, immobile devant les rayonnages, comme perdu dans ses pensées. Ophélie continuait son travail en silence, mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir cette mélancolie qui émanait de lui. Il était si différent de l'image qu'elle s'était faite des millionnaires, pas arrogant ni méprisant, juste absent, comme si une partie de lui-même était ailleurs, dans un endroit où personne ne pouvait l'atteindre. Quand il repartit finalement vers son bureau, il croisa brièvement son regard dans le reflet de la vitre qu'elle nettoyait. Pendant une fraction de seconde, elle eut l'impression de voir autre chose dans ses yeux gris, une vulnérabilité qu'il cachait soigneusement derrière son masque de dirigeant d'entreprise accompli. En fin de journée, alors qu'Ophélie rassemblait ses affaires pour rentrer chez elle dans son petit studio de Belleville, Marie-Claire vint la remercier pour ce premier jour de travail. « J'ai l'impression que vous allez très bien vous intégrer ici, ma chère, » dit-elle avec sincérité. « Cette maison a besoin de quelqu'un comme vous, quelqu'un qui comprend que derrière le luxe, il y a des êtres humains, avec leurs joies et leurs peines. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Ophélie pendant tout le trajet en métro qui la ramenait chez elle. Elle pensait à cet homme solitaire dans son bureau, à cette mère inquiète, à cette famille qui semblait avoir tout pour être heureuse, mais qui portait une blessure invisible. En s'endormant ce soir-là, elle se demanda si elle pourrait un jour apporter un peu de lumière dans cette vie qu'elle commençait tout juste à entrevoir, sans savoir que le destin avait déjà commencé à tisser les fils invisibles qui allaient changer leur vie pour toujours. Les jours suivants s'installèrent dans une routine paisible qui permettait à Ophélie de mieux comprendre les rythmes de la maison Beaumont. Chaque matin, elle arrivait ponctuellement à 8 heures, saluait Marie-Claire qui prenait son petit déjeuner dans la véranda donnant sur le jardin
et commençait sa journée par l'entretien des pièces de réception. Louise lui avait expliqué qu'Augustin était toujours le premier levé, partant souvent pour son bureau dès 6 heures du matin, après avoir bu un seul café noir, sans même toucher au croissant que la cuisinière préparait chaque jour avec espoir. « Il ne mange presque rien le matin », confiait Louise en secouant la tête. Madame Marie-Claire dit que c'est depuis qu'il a repris toutes les responsabilités de son père. Le stress, tu comprends. Mais moi, je pense que c'est plus profond que ça. Ophélie écoutait ses confidences avec attention, comprenant peu à peu que derrière la façade parfaite de cette famille se cachaient des préoccupations bien humaines. Au bout d'une semaine, elle remarqua qu'Augustin avait des habitudes très précises qui révélaient sa personnalité méthodique. Il prenait toujours le même chemin pour aller de sa chambre à son bureau, s'arrêtait exactement 3 minutes dans la cuisine pour son café et revenait invariablement vers 13 heures pour déjeuner seul dans la petite salle à manger attenante à la bibliothèque. Pendant ses repas solitaires, il lisait des dossiers ou consultait son téléphone. Mais parfois, Ophélie le surprenait à regarder par la fenêtre vers les jardins avec une expression si mélancolique qu'elle en avait le cœur serré. Un jeudi matin, alors qu'elle arrangeait les fleurs fraîches que Marie-Claire faisait livrer 2 fois par semaine, elle l'entendit parler au téléphone avec ce qui semblait être un ami d'enfance. « Non, Thomas, je ne viendrai pas à ton anniversaire cette année non plus, » disait-il d'une voix lasse. « Tu sais bien que je n'aime plus ce genre de réunion. Envoie mes amitiés à Caroline et aux enfants. » Cette conversation révéla à Ophélie qu'Augustin s'isolait volontairement de ses proches, construisant autour de lui une bulle de solitude qui l'inquiéta. C'est vers la fin de sa 2e semaine que se produisit le premier véritable échange entre eux. Ophélie nettoyait les étagères de la bibliothèque quand Augustin entra pour chercher un livre. Il s'arrêta devant la section consacrée à la littérature française et resta là, immobile, comme s'il hésitait. « Excusez-moi », dit-il finalement, et ce fut la première fois qu'elle l'entendait s'adresser directement à elle avec politesse. « Pourriez-vous m'aider à atteindre ce livre là-haut ?» Le recueil de poèmes de Verlaine avec la couverture bleue. Ophélie posa immédiatement son chiffon et attrapa le livre qu'il désignait. En le lui tendant, leurs doigts se frôlèrent de brièvement, et elle sentit combien sa peau était froide, malgré la douceur de l'automne. « Merci », murmura-t-il, et pour la première fois, il la regarda vraiment, pas comme une employée invisible, mais comme une personne. Ses yeux gris s'attardèrent une seconde sur son visage, et Ophélie y eut une surprise, comme s'il découvrait seulement qu'elle existait. « Vous aimez la poésie ?» demanda-t-elle spontanément, puis rougit immédiatement, réalisant qu'elle venait de s'adresser familièrement à son patron. Augustin sembla hésiter, comme s'il n'avait pas l'habitude qu'on lui pose des questions personnelles. « Autrefois, oui, » répondit-il après un moment. « Ma mère m'a transmis cet amour quand j'étais enfant. Verlaine était son poète préféré. » Il ouvrit le livre, et ses doigts caressèrent délicatement les pages jaunies. « Maintenant, je n'ai plus vraiment le temps pour ce genre de luxe. » Il y avait quelque chose de triste dans la façon dont il prononça ce dernier mot, comme s'il regrettait cette époque où il pouvait se permettre d'être sensible à la beauté. Ophélie sentit qu'il y avait tant de choses qu'il aurait voulu dire, mais les convenances sociales et sa propre réserve l'empêchaient de s'ouvrir davantage. « La poésie, ce n'est jamais un luxe, » dit-elle doucement, oubliant momentanément leurs différences de conditions. « C'est comme la respiration. Parfois, on en a besoin sans même s'en rendre compte. » Augustin la regarda avec étonnement, comme si cette simple phrase venait de réveiller en lui quelque chose qu'il croyait endormi. Il resta silencieux un long moment, puis hocha légèrement la tête et quitta la bibliothèque en emportant le livre. Cette conversation, si brève soit-elle, marqua un tournant subtil dans leur rapport. Augustin commença à la saluer d'un signe de tête quand il la croisait, et parfois, elle surprenait son regard posé sur elle avec une curiosité nouvelle. Marie-Claire, qui ne manquait rien des subtilités de sa maison, remarqua ce changement avec la satisfaction discrète d'une mère qui voit son fils montrer des signes d'intérêt pour le monde extérieur. « Je crois qu'Augustin apprécie votre présence ici, » dit-elle un matin à Ophélie en arrangeant des roses dans un vase de cristal. « Il m'a dit hier soir que la maison semblait plus vivante depuis que vous êtes là. C'est la première fois depuis des années qu'il fait une remarque personnelle sur quelqu'un. » Ces mots firent battre le cœur d'Ophélie un peu plus vite, bien qu'elle se défendît de nourrir le moindre espoir romantique envers un homme si au-dessus de sa condition sociale. Les signes de cette attention naissante se multiplièrent de façon presque imperceptible. Un matin, Ophélie trouva sur la table de la cuisine un petit bouquet de violettes sauvages cueillies dans le jardin, avec un mot de remerciement pour l'excellent entretien des livres de la bibliothèque, signé simplement Abbé,
Louise, qui ne perdait rien de ce qui se passait dans sa cuisine, sourit en coin. « Monsieur Augustin n'a jamais remercié personne avec des fleurs », chuchota-t-elle. « Même pas sa mère pour son anniversaire. Il achète toujours des bijoux ou des parfums de luxe, mais des fleurs cueillies de ses propres mains. » Elle laissa sa phrase en suspens, mais son regard pétillant en disait long sur ce qu'elle pensait de cette attention particulière. Ophélie garda ses violettes dans un petit verre d'eau sur sa table de nuit, et chaque soir, en les regardant, elle se demandait ce qui poussait cet homme solitaire à remarquer soudain les détails de sa vie quotidienne. La transformation d'Augustin était si progressive que même lui n'en avait pas conscience. Il se surprenait à modifier légèrement ses horaires pour croiser Ophélie dans les couloirs, trouvait des prétextes pour passer par la bibliothèque quand elle y travaillait, et posait parfois des questions sur son travail, qui dépassait largement le cadre professionnel. « Vous n'avez jamais de difficulté avec les transports pour venir jusqu'ici ?» lui demanda-t-il un vendredi soir, alors qu'elle s'apprêtait à partir. Le métro de Belleville n'est pas toujours très fiable, surtout le soir. Cette préoccupation pour son bien-être surprit Ophélie, qui s'attendait si peu à ce qu'un homme de sa position s'inquiète des problèmes de transport d'une employée. « Non, monsieur Beaumont, tout va bien, » répondit-elle, touchée par cette sollicitude inattendue. « J'ai l'habitude, et puis j'aime bien regarder les gens dans le métro. Chacun a son histoire, c'est fascinant. » Augustin resta pensif après cette réponse, comme si cette capacité à trouver de l'intérêt dans la vie ordinaire des autres lui était totalement étrangère. C'est Henri Beaumont qui, le premier, verbalisa ce que toute la famille commençait à remarquer. Un dimanche soir, alors qu'Ophélie était déjà rentrée chez elle, il fit observer à sa femme et à son fils que l'atmosphère de la maison avait changé. « Cette jeune fille apporte quelque chose de différent ici, » dit-il, en regardant Augustin par-dessus ses lunettes de lecture. « Je ne sais pas exactement quoi, mais il y a une douceur nouvelle. »« Tu ne trouves pas, mon fils ?» Augustin, qui était en train de consulter ses dossiers dans le salon familial pour la première fois depuis des mois au lieu de s'enfermer dans son bureau, leva les yeux avec surprise. « Je suppose qu'elle fait bien son travail, » répondit-il de façon évasive, mais Marie-Claire nota qu'il rougissait légèrement. « Oh, il ne s'agit pas seulement de travail, » insista Henri avec ce sourire malicieux qu'il gardait depuis sa jeunesse. « Une maison, c'est comme un organisme vivant. Quand quelqu'un de bien y entre, tout l'équilibre s'améliore. Ta mère et moi, nous l'avons remarqué dès la première semaine. » Augustin ne répondit rien, mais il ferma son dossier et monta dans sa chambre plus tôt que d'habitude, laissant ses parents échanger un regard entendu. Cette évolution culmina un mercredi soir de la 3e semaine, quand Augustin fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il quitta son bureau avant 17 heures. Ophélie était en train de passer l'aspirateur dans le grand salon quand elle le vit descendre l'escalier principal avec une démarche moins pressée que d'habitude. Au lieu de se diriger vers la sortie comme elle s'y attendait, il s'arrêta près d'elle et attendit qu'elle éteigne l'aspirateur. « Ophélie » dit-il, et ce fut la première fois qu'il prononçait son prénom avec cette intonation douce qui la fit frissonner. « J'aimerais vous demander quelque chose. » Elle le regarda avec attention, remarquant que ses traits habituellement tendus semblaient plus détendus. « Accepteriez-vous de prendre un thé avec moi ? Je veux dire quand vous aurez terminé votre travail. J'aimerais vous parler. » Cette invitation, si simple en apparence, représentait pour Augustin un pas énorme vers l'ouverture de ce cœur qu'il avait si soigneusement verrouillé, et pour Ophélie, le début d'une aventure qu'elle n'osait encore nommer. Le thé fut servi dans le petit salon privé attenant à la bibliothèque, un endroit que Marie-Claire réservait habituellement aux conversations intimes de la famille. Ophélie s'assit avec précaution sur le canapé en velours bordeaux. Encore intimidée par cette situation inhabituelle, Augustin avait troqué son costume strict contre un pull en cachemire gris qui adoucissait ses traits, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il semblait presque vulnérable. Il servit le thé avec des gestes précis mais légèrement nerveux, et Ophélie remarqua que ses mains tremblaient imperceptiblement. « Je dois vous avouer quelque chose », commença-t-il en s'installant dans le fauteuil en face d'elle, gardant une distance respectueuse, mais créant une intimité qu'aucun d'eux n'avait anticipée. « Depuis que vous travaillez ici, j'ai l'impression que cette maison respire différemment. Ma mère dit que c'est grâce à votre façon de vous occuper des choses, mais je pense que c'est plus que ça. » Il but une gorgée de thé et la regarda avec une intensité nouvelle. « Vous avez quelque chose que j'ai perdu il y a longtemps, une capacité à voir la beauté dans les détails simples. Quand vous arrangez les fleurs ou quand vous époussetez les livres, on dirait que vous leur donnez une âme. » Ophélie sentit ses joues s'empourprer sous ce compliment inattendu. « Monsieur Beaumont,
Je ne fais que mon travail, murmura-t-elle en baissant les yeux sur sa tasse. Non, dit-il avec une fermeté douce. Appelez-moi Augustin, s'il vous plaît. Et non, ce n'est pas seulement votre travail. J'ai eu d'autres femmes de ménage avant vous, très compétentes, mais aucune ne transformait l'atmosphère d'une pièce rien qu'en y entrant. Il se pencha légèrement vers elle, et elle put sentir son parfum discret mélangé à cette odeur particulière de l'homme qui travaille trop. Vous avez cette façon de toucher les objets, comme si vous compreniez leur histoire. L'autre jour, je vous ai vu caresser la reliure d'un livre ancien avec tant de délicatesse que j'ai eu envie de pleurer. Cela faisait des années que personne n'avait touché mes affaires avec autant de respect et d'amour. Cette confession surprit Ophélie autant qu'elle la touchait. Elle n'avait jamais imaginé qu'Augustin puisse remarquer de tels détails, encore moins qu'il puisse l'émouvoir à ce point. La conversation qui suivit révéla peu à peu les blessures cachées d'Augustin. Il parla de sa rupture avec Margot, cette femme du même milieu que lui qui l'avait quitté le jour où il avait hérité des responsabilités familiales, prétextant qu'il était devenu ennuyeux et obsédé par le travail. Elle n'avait pas tort, admit-il avec une amertume qui perçait malgré ses efforts pour paraître détaché. Je suis devenu exactement ce qu'elle disait. Un homme qui a oublié comment vivre, comment ressentir. Pendant 3 ans, j'ai construit des murs autour de moi, pensant que c'était le prix à payer pour réussir. Il regarda par la fenêtre, où le soleil couchant dorait les feuilles du grand chêne centenaire. Et puis, vous êtes arrivé, avec votre façon de voir le monde, et j'ai réalisé que j'avais enterré la meilleure partie de moi-même. Ophélie écoutait sans l'interrompre, comprenant qu'il avait besoin de vider son cœur de cette tristesse qu'il portait depuis si longtemps. Elle voyait dans ses yeux gris une souffrance si profonde qu'elle eut envie de tendre la main pour l'effacer. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Augustin se livrait davantage, racontant son enfance dans cette maison où il avait été heureux, ses rêves de jeunesse qu'il avait abandonnés pour reprendre l'empire familial, sa solitude grandissante dans un monde où tout le monde voulait quelque chose de lui. Savez-vous ce que c'est que de ne jamais être sûr que les gens vous aiment pour vous-même ? Demanda-t-il soudain, et sa voix se brisa légèrement. Depuis que j'ai pris la direction des entreprises, chaque sourire qu'on m'adresse peut cacher un intérêt financier, chaque invitation peut être motivée par un gain potentiel. Je suis devenu méfiant, cynique, j'ai fermé mon cœur parce que j'avais peur qu'on l'abîme encore. Ophélie sentit son propre cœur se serrer devant tant de détresse cachée. Mais avec vous, continua-t-il en la regardant intensément, je sens que je peux redevenir celui que j'étais. Vous me regardez comme si j'étais juste un homme, pas un compte en banque ou un carnet d'adresses. C'est à ce moment que se produisit l'événement qui allait changer le cours de leur vie. Augustin, épuisé par ses confessions, se passa la main sur le visage avec un geste de lassitude infinie. « Je suis si fatigué, » murmura-t-il. Fatigué de jouer un rôle, fatigué d'être fort tout le temps, fatigué de cette solitude qui me dévore. Il leva les yeux vers Ophélie, et elle y vit une vulnérabilité si pure qu'elle en eut le souffle coupé. « Ophélie, » dit-il d'une voix si basse qu'elle dut se pencher pour l'entendre. « Puis-je... Pourriez-vous... » Il hésitait, comme s'il allait formuler la demande la plus difficile de sa vie. « Pourriez-vous juste toucher mon visage ? Une caresse, rien de plus. J'ai besoin de sentir une main bienveillante sur ma peau. Cela fait si longtemps que personne ne m'a touché avec tendresse. » Cette demande, si simple et si désespérée à la fois, bouleversa Ophélie. Elle voyait dans les yeux d'Augustin une détresse si profonde qu'elle ne pouvait pas la ignorer. Sans réfléchir aux conséquences, Ophélie se leva et s'approcha du fauteuil où il était assis. Elle s'agenouilla doucement à côté de lui, à la hauteur de son visage, et leva sa main droite vers sa joue. « Vous êtes sûr ?» chuchota-t-elle, et il hocha la tête comme un enfant qui demande du réconfort. Quand sa paume se posa enfin sur sa peau, Augustin ferma les yeux et poussa un soupir qui ressemblait à un sanglot retenu. La main d'Ophélie était chaude et douce. Ses doigts effleuraient délicatement sa tempe et ses pommettes, avec une tendresse qu'il avait oubliée. « Merci », murmura-t-il, et sa voix était si remplie de gratitude qu'Ophélie sentit ses propres yeux s'embuer. Elle laissa sa main sur son visage plus longtemps qu'elle ne l'aurait dû, sentant sous ses doigts la tension se relâcher peu à peu. C'était comme si elle effaçait des années de solitude et de souffrance par ce simple geste d'humanité. Mais quelque chose d'inattendu se produisit pendant cette caresse. Au moment où les doigts d'Ophélie glissèrent le long de la mâchoire d'Augustin, il ouvrit les yeux et leurs regards se croisèrent. Dans cet instant suspendu, ils réalisèrent tous les deux que ce qui se passait entre eux dépassait largement la compassion ou la reconnaissance. Il y avait dans l'air une électricité nouvelle, une attirance mutuelle qui les surprit par sa force.
Augustin tourna légèrement la tête et déposa un baiser infiniment doux dans la paume d'Ophélie, qui frissonna à ce contact. « Qu'est-ce qui nous arrive » chuchota-t-elle, et sa voix tremblait d'émotion. « Je ne sais pas », répondit-il en gardant sa main contre ses lèvres. « Mais pour la première fois depuis des années, je me sens vivant. » Ils restèrent ainsi quelques instants, conscients qu'ils venaient de franchir une ligne invisible, que leur relation ne pourrait plus jamais être la même. Quand Ophélie retira finalement sa main, ils étaient tous les deux bouleversés par l'intensité de ce moment. Augustin se redressa dans son fauteuil et elle retourna s'asseoir sur le canapé, mais l'espace entre eux vibrait maintenant d'une tension nouvelle. « Je ne sais pas ce qui vient de se passer, » dit Augustin en passant sa main dans ses cheveux, « mais je ne le regrette pas. C'est la première fois depuis 3 ans que je me sens connecté à quelqu'un. » Ophélie acquiesça, incapable de formuler les émotions complexes qui l'envahissaient. Elle savait qu'elle venait de vivre quelque chose d'extraordinaire, mais elle savait aussi que les différences sociales entre eux rendaient tout de suite improbable. « Peut-être devrions-nous… » commença-t-elle, mais Augustin l'interrompit doucement. « S'il vous plaît, ne dites pas que nous devrions oublier ce moment. Je comprends toutes les raisons pour lesquelles c'est compliqué, mais ne me demandez pas de faire comme si rien ne s'était passé. » Sa voix était suppliante, et Ophélie y entendit une vulnérabilité qui la toucha profondément. Ils se séparèrent ce soir-là avec la promesse tacite de ne rien précipiter, mais aussi avec la certitude que leur vie venait de basculer. En rentrant chez elle, Ophélie regardait encore sa main, celle qui avait touché le visage d'Augustin, et elle sentait encore la chaleur de sa peau sous ses doigts. Elle ne dormit presque pas cette nuit-là, revivant sans cesse ce moment où leurs âmes s'étaient reconnues par-delà toutes les barrières sociales. De son côté, Augustin resta éveillé dans sa chambre jusqu'à l'aube, touchant sa joue là où la main d'Ophélie s'était posée, comprenant que cette femme venait de réveiller en lui des sentiments qu'il croyait morts à jamais. Le lendemain matin, quand ils se croisèrent dans le couloir, ils échangèrent un regard chargé de promesses et de questions, sachant tous les deux que leur histoire ne faisait que commencer, et que cette simple caresse avait ouvert la porte à un amour qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Les jours qui suivirent cette soirée mémorable furent empreints d'une tension délicieuse et troublante. Augustin et Ophélie se cherchèrent du regard sans oser se l'avouer, trouvèrent des prétextes pour se croiser dans les couloirs, et chaque interaction, même la plus anodine, était chargée d'une électricité nouvelle. Marie-Claire, avec cette intuition maternelle qui ne la trompait jamais, remarqua immédiatement le changement dans le comportement de son fils. « Tu as l'air différent ces derniers jours », lui dit-elle un matin pendant qu'il prenait son café dans la cuisine, chose qu'il n'avait pas faite depuis des mois. Plus présent, plus vivant. « Est-ce que tout va bien au bureau ?» Augustin faillit s'étouffer avec sa gorgée de café. « Tout va très bien, maman. J'essaie juste de trouver un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle. » Cette réponse fit sourire Marie-Claire, qui se doutait bien que ce changement n'avait rien à voir avec une décision professionnelle. Elle avait remarqué la façon dont les yeux de son fils suivaient discrètement Ophélie quand elle traversait une pièce, et surtout, elle avait noté que pour la première fois depuis longtemps, il souriait spontanément. Ophélie, de son côté, vivait un véritable tourbillon émotionnel. Elle qui avait toujours été si concentrée sur son travail, se surprenait à rêvasser en époussetant les meubles, repensant sans cesse à la douceur de la peau d'Augustin sous sa main, à la façon dont sa voix avait tremblé quand il lui avait demandé cette caresse. Ses gestes devenaient encore plus délicats, comme si elle caressait les objets en pensant à lui. Louise, qui passait ses journées dans la cuisine et voyait tout ce qui se passait dans la maison, ne fut pas dupe de cette transformation. « Comme ma petite Ophélie, » dit-elle un après-midi en préparant ses légumes, « tu as l'air d'une jeune fille amoureuse. Tes joues sont toujours roses maintenant, et tu fredouanes en travaillant. Il faut dire que l'amour, ça rend belle. » Ophélie rougit violemment et nia avec véhémence, mais Louise se contenta de hocher la tête avec un sourire entendu. « L'amour, ma chérie, c'est comme le parfum. On a beau essayer de le cacher, ça finit toujours par se sentir. » Le premier vrai moment d'intimité se produisit un mercredi soir, quand Augustin trouva Ophélie en train de pleurer silencieusement dans la bibliothèque. Elle tenait dans ses mains une lettre froissée, et ses épaules tremblaient légèrement. « Ophélie » dit-il doucement en s'approchant. « Que se passe-t-il » Elle leva vers lui des yeux rougis et tenta de cacher la lettre, mais il était trop tard. « Ce n'est rien, monsieur. Augustin. Juste des problèmes personnels. » Il s'assit à côté d'elle sur le petit banc près de la fenêtre, respectant sa réserve, mais montrant clairement qu'il était là pour l'écouter. « Vous pouvez me parler, vous savez. Après ce que j'ai partagé avec vous l'autre soir,
Je pense que nous pouvons nous faire confiance mutuellement. Sa voix était si douce et rassurante qu'Ophélie sentit sa résistance fondre. C'est mon propriétaire, finit-elle par avouer. Il augmente mon loyer de 200 € par mois. Avec mon salaire, même ici, je ne pourrai pas suivre. Je vais devoir déménager, probablement retourner vivre chez mon oncle Marcel en banlieue. L'idée qu'elle puisse partir, qu'elle ne soit plus là chaque matin pour illuminer sa journée, frappa Augustin comme un coup de poing. « Non », dit-il avec une fermeté qui les surprit tous les deux. « Je veux dire, il doit y avoir une solution. Vous ne pouvez pas partir. » Il réfléchit rapidement, cherchant un moyen d'aider Ophélie sans l'humilier. « Écoutez, nous avons des appartements de fonction dans l'aile est de la maison. Ils sont vides depuis des années, mais ils sont parfaitement habitables. Si vous acceptiez d'emménager ici, vous pourriez économiser votre loyer et être plus proche de votre travail. » Cette proposition fit battre le cœur d'Ophélie plus fort, mais elle secoua la tête. « Je ne peux pas accepter, Augustin. Les gens vont parler, et puis, après ce qui s'est passé entre nous... » Elle laissa sa phrase en suspens, mais ils savaient tous les deux ce qu'elle voulait dire. Vivre sous le même toit que lui, avec cette attirance grandissante entre eux, était peut-être trop risqué. « Justement, » dit-il en prenant doucement sa main dans la sienne, « je ne veux pas que vous partiez, pas maintenant que je commence à revivre grâce à vous. » Cette déclaration, prononcée avec une sincérité bouleversante, fit fondre les dernières résistances d'Ophélie. L'installation d'Ophélie dans l'appartement de fonction marqua le début d'une période magique pour tous les deux. L'appartement situé au 2e étage de l'aile est était petit mais charmant, avec une vue sur les jardins et une décoration simple mais élégante. Marie-Claire insista pour l'aider à s'installer, ravie de cette solution qui gardait Ophélie près de la famille. « C'est parfait », dit-elle en arrangeant des fleurs fraîches sur la petite table de la cuisine. « Comme ça, vous ne perdrez pas de temps dans les transports et nous pourrons profiter davantage de votre compagnie. » Henri, qui avait immédiatement approuvé cette décision, fit livrer quelques meubles supplémentaires et insista pour que le petit salon soit équipé d'une bibliothèque. « Une jeune femme cultivée comme vous a besoin de livres », dit-il avec ce sourire paternel qu'Ophélie apprenait à chérir. Augustin, lui, se contentait d'observer cette installation avec un bonheur qu'il ne cherchait plus à cacher, sachant qu'Ophélie serait désormais à quelques mètres de lui. Les soirées prirent une tournure particulière. Après le dîner familial, auquel Ophélie était maintenant régulièrement invitée, Augustin trouvait toujours un prétexte pour l'accompagner jusqu'à son appartement. Ces quelques minutes de marche dans les couloirs silencieux devenaient leurs moments les plus précieux. Ils parlèrent de tout et de rien, découvrant leurs goûts communs, partageant leurs souvenirs d'enfance, leurs rêves oubliés. « Vous savez, » lui dit Augustin un soir en s'arrêtant devant sa porte, « avant votre arrivée, je ne me souvenais même plus de la couleur de mes rêves. Maintenant, j'ai envie de tout recommencer, de tout redécouvrir avec vous. » Ces mots touchèrent Ophélie au plus profond de son cœur. « Moi aussi, » avoua-t-elle. « J'ai l'impression de découvrir qui je suis vraiment quand je suis avec vous, comme si j'avais attendu toute ma vie de vous rencontrer sans le savoir. » Ils se regardaient intensément dans la pénombre du couloir, sentant grandir entre eux un amour qu'ils n'osaient encore nommer. C'est pendant une de ces soirées qu'Augustin franchit un nouveau pas vers l'intimité. Ils étaient dans le petit salon d'Ophélie, partageant une tisane et discutant de leurs auteurs préférés, quand il remarqua qu'elle frissonnait légèrement. « Vous avez froid » demanda-t-il avec sollicitude. « Un peu » admit-elle. « Les soirées d'automne sont fraîches et je n'ai pas encore l'habitude de ce grand espace. » Sans réfléchir, Augustin se leva et vint s'asseoir à côté d'elle sur le petit canapé. « Permettez-moi » murmura-t-il en ouvrant ses bras. Ophélie hésita une seconde, puis se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule. Ce geste si simple, si naturel, les bouleversa tous les deux. Augustin sentait le parfum délicat de ses cheveux, la chaleur de son corps contre le sien, et il comprit qu'il était en train de tomber amoureux pour la première fois de sa vie adulte. Ophélie, de son côté, se sentait en sécurité comme jamais auparavant, protégée dans ses bras qui l'entouraient avec tant de tendresse. Ils restèrent ainsi longtemps, sans parler, savourant cette intimité nouvelle. « Ophélie » finit par chuchoter Augustin, sa voix vibrant d'émotion, « je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Cette confession, prononcée contre ses cheveux, fit battre le cœur d'Ophélie si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Moi aussi » répondit-elle dans un souffle. « Mais j'ai peur, Augustin. Nous venons de deux mondes si différents. » Il resserra son étreinte et déposa un baiser délicat sur le sommet de sa tête. « L'amour ne connaît pas les différences sociales, » dit-il, « et je me moque de ce que les autres peuvent penser. Vous êtes la plus belle chose qui me soit arrivée. »
Cette déclaration, si pure et si sincère, balaya toutes les craintes d'Ophélie. Elle leva son visage vers lui, et quand leurs regards se croisèrent, ils surent tous les deux que rien ne pourrait plus les séparer. Le lendemain matin, tout avait changé entre eux. Ils ne cherchaient plus à cacher leurs sentiments, s'échangeaient des sourires complices pendant les repas familiaux et trouvaient mille occasions de se frôler accidentellement pendant la journée. Marie-Claire observait cette évolution avec un bonheur maternel évident. « Je n'ai jamais vu Augustin aussi rayonnant », confia-t-elle à Henri. « Cette petite Ophélie lui fait un bien fou. Regarde comme il sourit maintenant, comme il participe aux conversations. C'est miracle. » Henri acquiesça, ravi de voir son fils retrouver goût à la vie. Elle a quelque chose de spécial, cette jeune femme. Une pureté, une authenticité qu'on trouve rarement dans notre milieu. Si elle peut rendre notre fils heureux, elle a toute ma bénédiction. Cette approbation tacite des parents d'Augustin était le dernier encouragement dont les deux amoureux avaient besoin pour laisser libre cours à leurs sentiments grandissants, ouvrant la voie à une déclaration d'amour qui allait sceller leur destin commun. La transformation d'Augustin était si évidente que même Isabelle, sa sœur, la remarqua lors de sa visite dominicale avec ses enfants. « Mon Dieu, Augustin !» s'exclama-t-elle en le voyant jouer avec ses neveux dans le jardin. « Tu as rajeuni de 10 ans. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as rencontré quelqu'un ?» Cette question directe fit rougir Augustin comme un adolescent, ce qui ne fit que confirmer les soupçons d'Isabelle. « Oh là là, je vois, et qui est l'heureuse élue? Une de tes relations d'affaires? Une amie de nos parents ?» Augustin secoua la tête, soudain sérieux. « C'est plus compliqué que ça, Isabelle. Et avant que tu poses la question, oui, je suis amoureux. Vraiment amoureux pour la première fois de ma vie. » Cette confession surprit sa sœur, habituée aux relations superficielles de son frère. « Alors présente-la-moi. Je brûle de curiosité. » Augustin hésita, puis décida qu'il était temps de faire face à la réalité. « Elle s'appelle Ophélie. Elle travaille ici, à la maison. » Le silence qui suivit cette révélation en disait long sur la surprise d'Isabelle. Mais quand elle vit l'expression de bonheur pur sur le visage de son frère, elle comprit que cette fois, c'était différent. Cette même soirée, Augustin prit une décision qui allait changer le cours de leur relation. Il attendit qu'Ophélie ait terminé son travail et l'invita à faire une promenade dans les jardins sous le clair de lune d'octobre. Les allées étaient parsemées de feuilles dorées qui craquaient sous leurs pas, et l'air frais portait le parfum des dernières roses de la saison. « Ophélie, » commença-t-il, en s'arrêtant près de la fontaine centrale, « je ne peux plus continuer à faire semblant que ce qui se passe entre nous n'est qu'une amitié. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant son émotion. « Depuis cette soirée où vous avez touché mon visage, depuis que vous habitez ici, je pense à vous chaque minute. Vous avez réveillé en moi des sentiments que je croyais morts. Vous m'avez rendu la joie de vivre. » Il prit ses mains dans les siennes, et elle sentit combien elles étaient chaudes, malgré la fraîcheur de la nuit. « Je sais que nos conditions sociales sont différentes, je sais que cela peut sembler impossible, mais je vous aime, Ophélie. Je vous aime de tout mon cœur, et j'ai besoin de vous le dire. » Cette déclaration, prononcée sous les étoiles avec une sincérité bouleversante, fit monter les larmes aux yeux d'Ophélie. « Augustin, » murmura-t-elle, « moi aussi je vous aime. Depuis le premier jour, je crois, même quand vous étiez froid et distant. Je voyais votre douleur cachée, et j'avais envie de la guérir. Maintenant, quand je vous vois sourire grâce à moi, j'ai l'impression que ma vie a enfin un sens. » Elle serra ses mains plus fort, cherchant le courage de formuler ses peurs. « Mais j'ai tellement peur, Augustin. Peur que votre famille me rejette quand elle saura, peur que vous vous lassiez de moi, peur de ne pas être à la hauteur de votre monde. » Augustin lâcha ses mains pour encadrer délicatement son visage, exactement comme elle l'avait fait pour lui quelques semaines plus tôt. « Mon monde sans vous n'a aucune valeur, » dit-il, avec une intensité qui la fit frissonner. « Et ma famille vous aime déjà. Ma mère n'arrête pas de dire que vous avez apporté la lumière dans cette maison. Mon père vous considère déjà comme sa fille. Quant à Isabelle, elle meurt d'envie de mieux vous connaître. » Le premier baiser eut lieu dans cette position, sous le regard bienveillant de la lune qui éclairait leur visage. Augustin approcha lentement ses lèvres des siennes, lui laissant le temps de se dérober si elle le souhaitait, mais Ophélie ferma les yeux et vint à sa rencontre. Leurs lèvres se touchèrent avec une douceur infinie, un baiser chaste et pur qui scella leurs sentiments mutuels. Ce contact, si simple en apparence, les électrisa tous les deux. Augustin avait l'impression de goûter à la vie pour la première fois, et Ophélie découvrait qu'elle était capable d'aimer avec une intensité qu'elle ne soupçonnait pas. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux troublés par la force de cette émotion. « Mon Dieu !» chuchota Augustin, « je ne savais pas qu'un baiser pouvait être si parfait. » Ophélie sourit timidement, ses joues roses dans la lumière lunaire. «
Moi non plus, avoua-t-elle. Je n'avais jamais embrassé personne avant vous. Cette confession attendrit Augustin au plus haut point, réalisant qu'il était le premier homme à toucher ce cœur pur. Les jours qui suivirent furent emplis d'une magie nouvelle. Augustin et Ophélie ne se cachaient plus de s'aimer, partagèrent des moments de tendresse innocente, se promenaient main dans la main dans les jardins et passèrent leurs soirées blottis l'un contre l'autre dans le petit salon d'Ophélie. Marie-Claire, qui avait rapidement compris la nature de leur relation, ne fit aucun commentaire négatif, se contentant de sourire avec bienveillance quand elle les voyait ensemble. « L'amour véritable se reconnaît », dit-elle un soir à Henri. « Regarde comme ils se regardent, comme ils prennent soin l'un de l'autre. Cette jeune femme est exactement ce dont notre fils avait besoin. » Henri acquiesça, ravi de voir enfin son fils épanoui. « Elle lui a rendu son humanité, » observa-t-il. « Depuis 3 ans, j'avais l'impression d'avoir perdu mon garçon, qu'il était devenu une machine à travailler. Maintenant, il rit, il rêve, il vit vraiment. » C'est un soir de novembre, alors qu'une pluie douce tambourinait contre les vitres, que leur amour franchit une étape décisive. Ils étaient dans l'appartement d'Ophélie, partageant un dîner léger qu'elle avait préparé, quand Augustin la regarda avec une intensité nouvelle. « Ophélie, » dit-il en posant sa main sur la sienne, « je veux que vous sachiez que ce que je ressens pour vous va bien au-delà de l'attirance physique. Vous êtes devenu essentiel à ma vie, à mon bonheur. Je n'arrive plus à imaginer un avenir sans vous. » Ces mots touchèrent Ophélie au plus profond de son être. « Moi aussi, Augustin, vous êtes l'homme que j'attendais sans le savoir. Avec vous, je me sens complète. » Ils se regardèrent longuement, et dans ce regard ils lurent une invitation mutuelle. Augustin se leva et lui tendit la main. « Êtes-vous sûre ?» chuchota-t-il, et elle hocha la tête, confiante et amoureuse. Ce qui se passa ensuite fut d'une beauté et d'une tendresse absolue. Augustin la guida vers sa chambre, et dans la pénombre dorée de la lampe de chevet, ils découvrirent l'amour avec une passion pure et respectueuse. Augustin était infiniment délicat avec elle, conscient de sa virginité, prenant le temps de l'apprivoiser, de la rassurer, de lui montrer combien elle était précieuse à ses yeux. Ophélie, de son côté, s'abandonna à lui avec une confiance totale, découvrant des sensations qu'elle n'avait jamais imaginées, se donnant corps et âme à cet homme qui avait su conquérir son cœur. Leur union fut empreinte d'une sacralité particulière, comme si leurs âmes se reconnectaient après une longue séparation. Quand ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, ils savaient tous les deux qu'ils venèrent de vivre quelque chose d'unique et d'irremplaçable. Le lendemain matin, quand Ophélie s'éveilla contre l'épaule d'Augustin, elle découvrit un homme transformé. Il la regardait avec une tendresse infinie, caressant doucement ses cheveux défaits. « Bonjour, mon amour », murmura-t-il, et ces mots simples firent battre son cœur plus fort. « Bonjour », répondit-elle timidement, encore troublée par l'intimité de cette nuit. « Regrettez-vous » demanda-t-il avec une pointe d'inquiétude. « Jamais », répondit-elle sans hésitation. « C'était parfait. Vous avez été parfait. » Cette assurance le rassura complètement. « Je vous aime », dit-il en déposant un baiser sur son front. « Je vous aime plus que tout au monde. » Cette matinée marqua le début d'une nouvelle phase dans leur relation, une intimité profonde et vraie qui allait les mener vers un bonheur qu'aucun d'eux n'avait osé espérer, préparant le terrain pour les défis et les joies que leur réservait l'avenir. Les semaines qui suivirent leur première nuit d'amour furent comme un rêve éveillé pour Augustin et Ophélie. Leur bonheur était si évident qu'il rayonnait dans toute la maison, transformant l'atmosphère du manoir Beaumont. Augustin, qui avait l'habitude de partir très tôt pour son bureau et de rentrer tard le soir, modifiait complètement ses horaires pour passer plus de temps avec Ophélie. « Je délègue davantage », expliquait-il à ses parents lors du petit déjeuner familial, un sourire permanent aux lèvres. « J'ai réalisé que diriger une entreprise ne signifie pas tout faire soi-même. J'ai d'excellents collaborateurs. Il est temps que je leur fasse confiance. » Marie-Claire échangeait des regards complices avec Henri, ravie de voir son fils retrouver l'équilibre qu'elle espérait depuis si longtemps. « C'est une sage décision », approuvait Henri. Un homme qui ne prend pas le temps de vivre sa vie personnelle finit par perdre de vue ce qui compte vraiment. Ophélie, qui assistait maintenant à tous les repas familiaux, à l'invitation pressante de Marie-Claire, rougissait doucement en entendant ces conversations, comprenant quelle était la cause de ce changement positif. La relation entre Ophélie et la famille Beaumont évoluait naturellement vers une affection mutuelle sincère. Marie-Claire, en particulier, développait pour elle une tendresse quasi maternelle. « Ma chère Ophélie », lui dit-elle un après-midi en l'aidant à arranger des fleurs dans le grand salon, « je veux que vous sachiez combien nous sommes reconnaissants pour ce que vous apportez à Augustin. Je n'avais jamais vu mon fils aussi épanoui.
Vous lui avez rendu sa joie de vivre. Ophélie, touchée par ces mots, sentit ses yeux s'embuer. Madame Beaumont, c'est lui qui m'a donné une chance de découvrir l'amour. Avant lui, je ne savais même pas que j'étais capable de ressentir de tels sentiments. Marie-Claire posa affectueusement sa main sur celle d'Ophélie. Appelez-moi Marie-Claire, ma chérie. Nous sommes bien au-delà des formalités maintenant. Et permettez-moi de vous dire que vous faites déjà partie de notre famille dans nos cœurs. Cette acceptation chaleureuse était plus que tout ce qu'Ophélie avait osé espérer. Elle qui avait grandi sans famille véritable après la mort de ses parents. Henri, de son côté, appréciait particulièrement les conversations qu'il pouvait avoir avec Ophélie sur la littérature et l'art. « Vous avez une culture remarquable pour quelqu'un de votre âge », lui dit-il un soir en feuilletant un livre de poésie qu'elle venait de finir. « Et surtout, vous avez cette capacité rare de comprendre les nuances émotionnelles des textes. Augustin me dit que vous l'aidez à redécouvrir la beauté dans les choses simples. » Ophélie sourit modestement. « Votre fils m'a ouvert les yeux sur tant de choses, monsieur Henri. Grâce à lui, j'ose maintenant exprimer mes opinions, partager mes réflexions. Il me fait me sentir intelligente et intéressante. » Henri acquiesça avec satisfaction. L'amour véritable fait grandir les deux partenaires. Je vois bien que vous vous enrichissez mutuellement. Ces échanges créaient une complicité particulière entre Ophélie et les parents d'Augustin, qui voyaient en elle non pas une employée qui avait séduit leur fils, mais une jeune femme remarquable qui méritait pleinement l'amour qu'elle recevait. Les journées d'Augustin et Ophélie prenaient une routine délicieuse. Le matin, ils prenaient leur petit déjeuner ensemble dans l'appartement d'Ophélie, savourant ces moments d'intimité avant qu'Augustin ne parte pour son bureau. « J'ai une réunion importante cet après-midi avec des investisseurs japonais », lui racontait-il en buvant son café. « Avant, ce genre de rendez-vous me stressait énormément. Maintenant, je me sens confiant et serein. C'est votre influence, mon amour. » Ophélie, qui avait repris son travail dans la maison avec encore plus de soin qu'avant, y trouvait une satisfaction nouvelle. Chaque objet qu'elle touchait lui rappelait leur bonheur, chaque pièce qu'elle entretenait témoignait de cette famille qui l'avait accueillie. « Je prends soin de notre maison », se disait-elle en cirant les meubles anciens, car elle commençait à considérer le manoir comme son foyer véritable. Le soir, Augustin revenait toujours avec un petit présent pour elle, parfois des fleurs, parfois un livre qu'il pensait qu'elle aimerait, parfois simplement des pâtisseries de sa boulangerie préférée. Leurs soirées étaient emplies d'une tendresse quotidienne qui les enchantait tous les deux. Ils cuisinaient ensemble dans la petite cuisine d'Ophélie, Augustin découvrant les plaisirs simples de préparer un repas avec la femme qu'il aimait. « Vous savez, » lui dit-il un soir en l'aidant à éplucher des légumes, « j'ai vécu 32 ans sans jamais comprendre ce que signifiait vraiment le mot bonheur. Maintenant, je le trouve dans ces moments ordinaires avec vous. Hier soir, quand vous vous êtes endormi contre mon épaule en lisant, j'ai regardé votre visage paisible et j'ai réalisé que c'était ça, le paradis sur terre. » Ophélie leva les yeux vers lui, émue par cette déclaration. « Moi qui ai toujours pensé que le bonheur était réservé aux autres, je découvre qu'il peut être aussi simple que de partager un repas avec l'homme qu'on aime. » Ils s'embrassaient tendrement, savourant cette complicité qui grandissait chaque jour. Leur intimité physique évoluait également avec une naturalité merveilleuse. Augustin était un amant attentionné et patient, guidant Ophélie dans la découverte de sa sensualité avec une délicatesse infinie. Chaque nuit était une nouvelle exploration de leur amour, faite de caresses douces et de mots tendres chuchotés dans l'obscurité. « Vous êtes si belle », lui murmurait-il, en caressant sa peau nacrée dans la lumière douce de la lune qui filtrait par la fenêtre. « Parfois j'ai peur que tout cela ne soit qu'un rêve et que je vais me réveiller seule dans ma chambre froide. » Ophélie répondait par des baisers passionnés, lui prouvant par sa présence que leur amour était bien réel. « Je suis là, » chuchotait-elle. « Je suis à vous pour toujours. » Ces nuits d'amour renforçaient leur lien de façon extraordinaire, créant entre eux une intimité qui dépassait largement le physique pour toucher leurs âmes. La transformation d'Augustin était si évidente que même ses collègues de travail la remarquaient. « Augustin, lui dit un jour son associé Pierre durant une pause, tu as l'air d'un homme qui a trouvé le secret du bonheur. Tu souris tout le temps. Tu es plus créatif dans tes propositions, plus humain dans tes relations avec les employés. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Augustin ne put s'empêcher de sourire encore plus largement. « Disons que j'ai trouvé ma source d'inspiration, » répondit-il mystérieusement. « La vie privée épanouie, ça change tout dans le travail aussi. » Pierre hocha la tête, intrigué mais respectueux de la discrétion de son ami. Ce changement professionnel était un autre cadeau que l'amour d'Ophélie offrait à Augustin. Il était devenu un dirigeant plus compréhensif, plus créatif, plus humain dans ses décisions.
Un samedi matin de décembre particulièrement ensoleillé, Augustin proposa à Ophélie une promenade dans Paris. « J'aimerais vous faire découvrir ma ville comme je ne l'ai jamais fait avec personne », lui dit-il en l'aidant à enfiler son manteau. « Les petites rues que j'aimais quand j'étais étudiant, les cafés où j'allais rêver, les librairies où je passais des heures. » Cette sortie fut magique pour tous les deux. Augustin redécouvrait Paris à travers les yeux émerveillés d'Ophélie, qui n'avait jamais pris le temps d'explorer vraiment la capitale. Ils flânèrent sur les quais de Seine, visitèrent les bouquinistes, s'arrêtèrent dans un petit café de Montmartre où Augustin commanda des chocolats chauds. « Vous savez ce qui me rend le plus heureux ?» lui dit-il en regardant ses joues roses par le froid et ses yeux brillants d'excitation. « C'est de voir le monde redevenir beau grâce à vous. Avant, je ne regardais plus rien, je ne sentais plus rien. Maintenant, chaque couleur est plus vive, chaque moment a du sens. » Cette journée scella un peu plus leur amour, leur prouvant qu'ils pouvaient être heureux partout, du moment qu'ils étaient ensemble. Le soir de cette sortie parisienne, en rentrant au manoir, ils trouvèrent Marie-Claire et Henri qui les attendèrent dans le salon avec des sourires complices. « Nous avons quelque chose à vous dire », annonça Marie-Claire. « Henri et moi avons beaucoup réfléchi ces dernières semaines, et nous voulons que vous sachiez, Ophélie, que nous vous considérons déjà comme notre belle-fille. Nous n'attendons plus que la formalité. » Cette déclaration fit rougir Ophélie et sourire Augustin, qui comprenait que ses parents donnaient leur bénédiction officielle à leur relation. « Cela signifie, » ajouta Henri avec malice, « qu'Augustin a intérêt à se dépêcher de faire sa demande en mariage s'il ne veut pas que je le fasse à sa place. » Cette soirée se termina dans les rires et les embrassades, consolidant encore davantage cette famille qui s'agrandissait naturellement autour de l'amour d'Augustin et Ophélie, préparant le terrain pour les événements extraordinaires qui allèrent bientôt bouleverser leur bonheur paisible. C'était un matin de janvier particulièrement froid quand Ophélie remarqua pour la première fois que quelque chose avait changé dans son corps. Elle se réveilla avec une nausée légère qui la surprit, elle qui avait toujours eu un estomac solide. « Ce doit être quelque chose que j'ai mangé hier soir », se dit-elle en se dirigeant vers la salle de bain de son petit appartement. Augustin était déjà parti pour une réunion matinale importante et elle appréciait ces moments de solitude pour se préparer tranquillement. Mais en se brossant les dents, l'odeur du dentifrice lui souleva le cœur de façon si brutale qu'elle dut s'arrêter et s'asseoir sur le rebord de la baignoire. « C'est étrange », murmura-t-elle, perplexe. Cette sensation de malaise persistait, accompagnée d'une fatigue inhabituelle qui l'obligea à s'allonger quelques minutes avant de commencer sa journée de travail. Elle mit ses symptômes sur le compte du stress des fêtes de fin d'année qui venèrent de se terminer, période durant laquelle la famille Beaumont avait reçu de nombreux invités, la tenant occupée du matin au soir. Les jours suivants, les nausées se répétèrent avec une régularité troublante. Chaque matin, Ophélie se réveillait avec cette sensation désagréable qui disparaissait généralement vers midi. Louise, toujours observatrice, remarqua qu'elle chipotait dans son assiette pendant les repas. « Ma petite Ophélie », lui dit la cuisinière un midi en la voyant repousser son plat préféré, « tu ne manges plus rien depuis quelques jours. Tu es malade ? Tu as peut-être attrapé cette grippe qui traîne en ce moment ?» Ophélie secoua la tête, incapable d'expliquer ce qui lui arrivait. « Je n'ai pas vraiment faim, Louise, et certaines odeurs me dérangent plus qu'avant. Votre parfait bœuf bourguignon me donne envie de... Enfin, vous voyez. » Louise fronça les sourcils, son instinct de femme expérimentée s'éveillant. « Dis-moi, ma chérie, quand as-tu eu tes dernières... Tu vois ce que je veux dire ?» Cette question fit réfléchir Ophélie, qui réalisa soudain qu'elle ne se souvenait pas d'avoir eu ses règles depuis... Depuis combien de temps déjà? Cette prise de conscience frappa Ophélie comme un éclair. Elle compta mentalement les semaines, repensa aux nuits d'amour passées dans les bras d'Augustin, à leur intimité grandissante depuis novembre. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle dut s'asseoir. « Mon Dieu !» chuchota-t-elle, et Louise, qui l'observait attentivement, comprit immédiatement. « Ma petite fille, » dit doucement la cuisinière en venant s'asseoir à côté d'elle, « je crois qu'il faut que tu ailles voir un médecin, ou plutôt que tu ailles d'abord à la pharmacie acheter un test. » L'idée qu'elle puisse être enceinte bouleversait Ophélie de façon contradictoire. Une partie d'elle était émue à l'idée de porter l'enfant d'Augustin, mais une autre partie paniquait à l'idée des conséquences que cela pourrait avoir sur leur relation encore si fragile. « Louise, » supplia-t-elle, « vous ne direz rien à personne, n'est-ce pas? Pas avant que je sois sûre, pas avant que j'aie parlé à Augustin. » La cuisinière lui tapota affectueusement la main. « Bien sûr, ma chérie, mais ne tarde pas trop à en avoir le cœur net. Ces choses-là, il vaut mieux les savoir rapidement. » L'après-midi même, Ophélie prétexta une course urgente pour se rendre à la pharmacie du village voisin.
Le trajet en bus lui sembla interminable, son esprit oscillant entre l'espoir et l'angoisse. Dans la pharmacie, elle dut prendre son courage à deux mains pour demander un test de grossesse, rougissant violemment sous le regard bienveillant de la pharmacienne. « C'est votre premier ?» demanda gentiment la femme d'âge moyen. « Si c'est positif, ce serait le premier, oui, » répondit Ophélie dans un souffle. « Dans ce cas, prenez plutôt ce test-ci, il est plus fiable, » conseilla la pharmacienne en lui tendant une boîte discrète. De retour au manoir, Ophélie monta directement dans son appartement, le petit paquet serré contre sa poitrine comme un secret brûlant. Elle savait qu'Augustin ne rentrerait pas avant plusieurs heures, ce qui lui laissait le temps de faire le test et de réfléchir à la suite des événements. Dans la salle de bain de son appartement, Ophélie suivit scrupuleusement les instructions du test, ses mains tremblant légèrement. Les 3 minutes d'attente lui parurent une éternité. Elle faisait les 100 pas dans sa petite chambre, l'esprit en ébullition. « Qu'est-ce que je vais faire si c'est positif ?» se demandait-elle. « Comment Augustin va-t-il réagir? Et sa famille? Nous ne sommes même pas fiancés officiellement. » Mais au fond de son cœur, une petite voix lui chuchotait que ce bébé, s'il existait, serait le fruit de leur amour sincère et profond. Quand elle retourna enfin dans la salle de bain pour lire le résultat, son cœur faillit s'arrêter. 2 lignes roses, nettes et indiscutables. Elle était enceinte. Elle portait l'enfant d'Augustin. Cette confirmation la fit s'asseoir brutalement sur le rebord de la baignoire, envahie par un mélange de joie pure et de terreur absolue. « Un bébé », murmura-t-elle en posant instinctivement sa main sur son ventre encore plat. « Nous allons avoir un bébé. » Les heures qui suivirent furent un véritable calvaire émotionnel pour Ophélie. Elle tentait de continuer ses tâches habituelles, mais son esprit était complètement ailleurs. Comment allait-elle annoncer cette nouvelle à Augustin? Quand? Et surtout comment? 1000 scénarios se bousculaient dans sa tête. Il pourrait être fou de joie, ou au contraire, paniqué devant cette responsabilité inattendue. Leur relation était si récente, si fragile encore malgré sa profondeur. Un enfant changeait tout, donnait une dimension définitive à leur amour, qui pourrait les effrayer tous les deux. En fin d'après-midi, Marie-Claire la trouva assise dans la bibliothèque, fixant un livre sans le lire, perdue dans ses pensées. « Ma chère Ophélie, » dit-elle avec sollicitude, « vous avez l'air préoccupée. Tout va bien ?» Ophélie sursauta, réalisant qu'elle n'avait pas entendu Marie-Claire entrer. « Oui, tout va bien, » mentit-elle maladroitement. « Je réfléchissais juste à des choses personnelles. » Marie-Claire s'assit à côté d'elle, son intuition maternelle en alerte. « Ophélie, » dit doucement Marie-Claire, « je sais que cela ne me regarde pas, mais j'ai l'impression que vous portez un poids sur les épaules. Vous savez que vous pouvez me parler de tout, n'est-ce pas? Je vous considère comme ma fille, maintenant. » Ces mots bienveillants faillirent y faire craquer Ophélie, qui dut lutter pour ne pas tout révéler sur le champ. « C'est très gentil, Marie-Claire. C'est juste que, parfois, quand on aime quelqu'un très fort, on a peur que les choses changent trop vite. » Cette réponse évasive satisfit partiellement Marie-Claire, qui ne voulait pas brusquer cette jeune femme qu'elle aimait sincèrement. « L'amour véritable résiste à tous les changements, ma chérie. Et Augustin vous aime profondément. Cela se voit dans chacun de ses gestes. Quoi qu'il arrive, nous serons là pour vous soutenir. » Ces paroles rassurantes réchauffèrent le cœur d'Ophélie, lui donnant un peu d'espoir quant à la réaction de la famille quand elle connaîtrait la vérité. Quand Augustin rentra enfin ce soir-là, vers 19 heures, Ophélie était dans un état de nervosité extrême. Il la trouva dans leur petit salon, assise sur le canapé avec une tisane à peine entamée devant elle. « Bonsoir, mon amour », dit-il en l'embrassant tendrement, mais il sentit immédiatement sa tension. « Que se passe-t-il? Vous avez l'air bouleversé. » Ophélie le regarda, cet homme qu'elle aimait plus que tout, et sentit sa détermination faiblir. « Augustin, » commença-t-elle d'une voix tremblante, « j'ai quelque chose d'important à vous dire, quelque chose qui va changer nos vies. » L'expression d'Augustin devint immédiatement sérieuse, et il s'assit à côté d'elle, lui prenant les mains. « Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'inquiétez. » Ophélie prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Nous, enfin !» Elle s'arrêta, incapable de formuler cette nouvelle qui lui semblait si énorme. « Prenez votre temps, » dit Augustin avec douceur, bien qu'elle puisse voir l'inquiétude grandir dans ses yeux gris. Finalement, Ophélie décida qu'il valait mieux être directe. « Augustin, » dit-elle en plantant son regard dans le sien, « je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. » Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Augustin la regarda fixement, comme s'il n'arrivait pas à intégrer l'information. Son visage passait par différentes expressions, surprise, incrédulité, puis quelque chose qu'Ophélie n'arrivait pas à identifier. « Enceinte ?» répéta-t-il finalement, sa voix à peine audible. « Vous êtes sûr ?»
Ophélie hocha la tête, sortant le test de sa poche pour le lui montrer. « J'ai fait le test cet après-midi, et les symptômes, les nausées, la fatigue, tout correspond. » Augustin prit le test dans ses mains tremblantes, fixant les 2 lignes roses qui confirmaient cette réalité extraordinaire. « Un bébé !» murmura-t-il, et Ophélie ne savait toujours pas si c'était de la joie ou de la peur qu'elle entendait dans sa voix. « Notre bébé !» Cette nuit-là, ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, mais Ophélie sentait bien qu'Augustin était troublé, et elle ne put fermer l'œil, se demandant si cette nouvelle n'allait pas détruire le bonheur parfait qu'ils avaient construit ensemble. La nuit qui suivit la révélation fut longue et agitée pour tous les deux. Ophélie sentait qu'Augustin ne dormait pas vraiment, même s'il restait immobile à côté d'elle. Ses bras l'entouraient toujours avec la même tendresse, mais elle percevait une tension nouvelle dans son corps, comme s'il réfléchissait intensément. Vers 5 heures du matin, n'arrivant plus à supporter cette incertitude, elle se tourna vers lui et découvrit qu'il avait effectivement les yeux grands ouverts, fixant le plafond. « Augustin !» chuchota-t-elle, « vous ne dormez pas. » Il tourna son visage vers elle, et dans la pénombre de l'aube naissante, elle put voir qu'il avait l'air bouleversé mais pas effrayé. « Je n'arrive pas à fermer l'œil, » avoua-t-il en caressant doucement ses cheveux. « Pas à cause de la peur ou de la colère, mais parce que je n'arrive pas à réaliser que nous allons être parents. C'est tellement énorme, tellement merveilleux et terrifiant à la fois. » Cette confession rassura partiellement Ophélie, qui avait craint qu'ils ne regrettent leur relation ou qu'ils ne se sentent piégés. « Augustin !» dit-elle en posant sa main sur sa joue, exactement comme elle l'avait fait lors de leur première caresse qui avait tout changé. « Dites-moi sincèrement ce que vous ressentez. Je peux supporter la vérité, quelle qu'elle soit. » Il ferma les yeux sous sa caresse, puisant dans ce contact la force de mettre des mots sur ses émotions complexes. « D'abord, il y a une joie immense, commença-t-il lentement. L'idée que nous ayons créé une vie ensemble, que notre amour ait donné naissance à un être humain, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Mais il y a aussi la peur. Peur de ne pas être à la hauteur comme père, peur de ne pas savoir protéger notre enfant, peur que notre différence sociale complique sa vie. » Ophélie l'écoutait attentivement, comprenant que ses inquiétudes étaient légitimes et touchantes. « Et puis, » continua-t-il en ouvrant les yeux pour la regarder intensément, « il y a l'urgence. L'urgence de faire les choses bien, de vous épouser, de donner à notre enfant un foyer stable et aimant. » Cette mention du mariage fit battre le cœur d'Ophélie plus fort. « Augustin, » murmura-t-elle, « vous n'êtes pas obligé de m'épouser juste parce que je suis enceinte. Je ne veux pas que vous vous sentiez contraint. » Cette réponse fit sourire Augustin pour la première fois depuis la révélation. « Ma chérie, » dit-il en la serrant plus fort contre lui, « vous croyez vraiment que je veux vous épouser seulement par obligation? J'ai envie de vous épouser depuis des semaines. Cette grossesse ne fait que rendre cette envie plus urgente. » Il se redressa légèrement dans le lit, prenant son visage entre ses mains. « Ophélie Moreau, je vous aime plus que ma propre vie. Grossesse ou pas, je veux passer le reste de mes jours avec vous. Notre bébé est la cerise sur le gâteau du bonheur que vous m'avez déjà donné. » Ces mots firent de monter les larmes aux yeux d'Ophélie, qui réalisait qu'elle avait eu tort de douter de l'amour d'Augustin. Le matin venu, Augustin prit une décision qui surprit Ophélie. « Je ne vais pas au bureau aujourd'hui, » annonça-t-il en s'habillant. « J'ai des choses plus importantes à faire. D'abord, nous allons prendre rendez-vous chez un médecin pour confirmer la grossesse et nous assurer que tout va bien. Ensuite, je veux parler à mes parents. Et ce soir, il s'arrêta, un sourire mystérieux aux lèvres. Ce soir, j'ai une surprise pour vous. » Cette attitude déterminée et joyeuse rassura complètement Ophélie, qui avait craint que la nouvelle ne vienne ternir leur bonheur. « Vous êtes sûr que vous voulez annoncer la nouvelle si vite à vos parents ?» demanda-t-elle, encore un peu inquiète de leur réaction. « Ophélie !» dit Augustin en l'embrassant tendrement. « Mes parents vous adorent déjà. Un petit enfant qui vient de notre amour ne peut que les rendre fous de joie. » L'annonce à Marie-Claire et Henri se fit dans le salon familial, après le déjeuner. Augustin avait demandé à ses parents de s'asseoir, créant une atmosphère solennelle qui les inquiéta légèrement. « Papa, maman, commença-t-il en tenant la main d'Ophélie, nous avons quelque chose d'important à vous dire, quelque chose de merveilleux. » Il regarda Ophélie avec encouragement et elle prit une profonde inspiration. « Marie-Claire, Henri, dit-elle d'une voix légèrement tremblante, nous allons avoir un bébé. » Le silence qui suivit ne dura qu'une seconde avant que Marie-Claire ne pousse un cri de joie et ne se lève d'un bond. « Un bébé! Mon Dieu! Un petit enfant !» Elle se précipita vers Ophélie pour la serrer dans ses bras, les larmes aux yeux. « Ma chérie, c'est la plus merveilleuse des nouvelles. » Henri, plus réservé mais visiblement ému, se leva à son tour et vint embrasser Ophélie sur les joues.
Félicitations, ma petite fille. Vous allez faire de nous les grands-parents les plus heureux du monde. » La joie de Marie-Claire était si contagieuse qu'elle balaya toutes les craintes d'Ophélie. « Oh, il va falloir préparer une chambre d'enfant et acheter un berceau et des vêtements. Qu'en naîtra-t-il? Vous avez vu un médecin ?» Les questions se bousculaient dans la bouche de Marie-Claire, qui était déjà en train de planifier l'arrivée de son petit enfant. Henri, plus pragmatique, se tourna vers son fils. « J'imagine que vous allez vous marier rapidement ?» Cette question directe fit rougir Ophélie, mais Augustin répondit sans hésitation. « C'est effectivement notre intention, papa. Nous voulons que notre enfant naisse dans une famille unie et officialisée. » Cette réponse satisfit pleinement Henri, qui serra chaleureusement la main de son fils. Dans ce cas, il va falloir organiser tout cela rapidement, mais discrètement, pour éviter les commérages. Marie-Claire acquiesça vigoureusement. Un mariage intime, en famille, c'est bien plus romantique qu'une grande cérémonie mondaine. L'après-midi fut consacré à la visite médicale qu'Augustin avait organisée chez le médecin de famille des Beaumont, un homme discret et bienveillant qui connaissait la famille depuis des années. « Docteur Moreau, » dit-il à Ophélie avec un sourire chaleureux, « c'est un plaisir de vous rencontrer dans ces circonstances heureuses. » L'examen confirma la grossesse et révéla qu'Ophélie était enceinte d'environ 6 semaines. « Tout semble parfaitement normal, » annonça le médecin. « Le bébé naîtra probablement vers la fin août. Félicitations à tous les deux. » En sortant du cabinet médical, Augustin était rayonnant. « Fin août, » répétait-il en caressant le ventre encore plat d'Ophélie. « Notre petit miracle naîtra à la fin de l'été. » Cette confirmation médicale rendait la grossesse encore plus réelle et excitante pour tous les deux. Le soir venu, Augustin tint sa promesse de surprise. Il emmena Ophélie dans le petit salon où ils avaient à partager leur premier thé, celui-là même où tout avait commencé entre eux. La pièce était éclairée aux bougies et un bouquet de roses blanches trônait sur la table basse. « Ophélie, » dit-il en la faisant asseoir sur le canapé où elle avait pleuré des semaines plus tôt. « Il y a quelques mois, dans cette même pièce, vous m'avez sauvée de ma solitude par une simple caresse. Aujourd'hui, vous portez notre enfant, et vous avez fait de moi l'homme le plus heureux du monde. » Il s'agenouilla soudain devant elle, sortant de sa poche un écrin de velours noir. « Ophélie Moreau, » dit-il d'une voix tremblante d'émotion, « voulez-vous me faire l'honneur de devenir ma femme? Voulez-vous être la mère de nos enfants et la compagne de toute ma vie ?» En ouvrant l'écrin, il révéla une bague somptueuse mais élégante, ornée d'un diamant entouré de petites pierres précieuses. Ophélie était sans voix, les larmes coulant librement sur ses joues. Cette demande en mariage, faite dans le lieu même où leur amour était né, était plus belle que tout ce qu'elle avait pu imaginer. « Oui », réussit-elle finalement à articuler entre ses sanglots de joie. « Oui, 1000 fois oui, Augustin, je vous aime tellement. » Il glissa la bague à son doigt et elle s'ajustait parfaitement, comme si elle avait été créée spécialement pour elle. « Comment avez-vous su ma taille ?» demanda-t-elle émerveillée. « Ma mère, » avoua Augustin en riant. « Elle a discrètement mesuré vos doigts il y a quelques semaines, quand vous vous êtes endormi sur le canapé après le dîner. Elle était complice de ma demande depuis le début. » Cette révélation fit rire Ophélie à travers ses larmes, comprenant que toute la famille Beaumont avait conspiré pour ce moment parfait. Ils passèrent la soirée à faire des projets d'avenir, parlant du mariage qu'ils voulaient simple et rapide, de la chambre d'enfants qu'ils aménageraient ensemble, des prénoms qu'ils aimaient pour leur bébé. « J'ai une demande particulière, » dit Ophélie en se blottissant contre Augustin. « J'aimerais que nous gardions cette grossesse secrète encore quelques semaines, le temps de nous habituer nous-mêmes à cette idée. Juste nous et vos parents, pour l'instant. » Augustin acquiesça immédiatement. « Tout ce que vous voudrez, mon amour. Nous avons le droit de savourer ce bonheur en privé avant de le partager avec le monde entier. » Cette nuit-là, ils s'endormirent fiancés et futurs parents, leur cœur débordant d'un bonheur qu'ils n'avaient jamais osé espérer, sachant que leur amour avait triomphé de toutes les épreuves et qu'il ne leur restait plus qu'à construire ensemble la famille dont ils rêvaient. La nouvelle des fiançailles se répandit dans la famille Beaumont avec une rapidité et un enthousiasme qui dépassèrent toutes les attentes d'Ophélie. Dès le lendemain matin, Marie-Claire téléphona à Isabelle pour lui annoncer la double nouvelle, la grossesse et les fiançailles de son frère. « Isabelle, dit-elle d'une voix débordante de joie, prépare-toi à une surprise extraordinaire. Ton frère va se marier, et nous allons être grands-parents. » Le cri de bonheur d'Isabelle fut si fort qu'Henri l'entendit depuis la bibliothèque. « Maman, c'est formidable! Je savais bien qu'Augustin était transfiguré ces derniers mois. Quand puis-je venir les féliciter et rencontrer officiellement ma future belle-sœur ?» Cette réaction enthousiaste toucha profondément Ophélie, qui avait encore du mal à croire qu'elle était si facilement acceptée dans cette famille qu'elle admirait tant.
Marie-Claire organisa immédiatement un déjeuner familial pour le dimanche suivant, voulant célébrer dignement ces événements exceptionnels. Ce dimanche fut mémorable pour Ophélie. Isabelle arriva avec ses 2 enfants, Paul et Emma, âgés respectivement de 8 et 6 ans, et son mari Thomas, un homme charmant et chaleureux qui travaillait dans l'architecture. « Alors c'est vous, la magicienne, qui a rendu le sourire à mon beau-frère » dit Thomas, en serrant chaleureusement la main d'Ophélie. « Isabelle et moi, nous désespérions de le voir un jour heureux. Vous avez accompli un miracle. » Ces mots touchèrent Ophélie, qui réalisait à quel point la famille d'Augustin s'était inquiétée pour lui pendant ces années de solitude. Isabelle, de son côté, était exactement comme Ophélie l'avait imaginé, pétillante, affectueuse et directe. « Ma chère belle-sœur, » dit-elle en l'embrassant avec spontanéité, « j'ai hâte de mieux vous connaître. Augustin m'a dit que vous aimez la littérature. Nous allons être les meilleurs amis du monde. » Cette facilité relationnelle mit immédiatement Ophélie à l'aise. Les enfants d'Isabelle furent particulièrement adorables avec Ophélie. Paul, le plus âgé, était un petit garçon curieux et intelligent qui lui posa 1000 questions sur ses goûts et ses occupations. « Tante Ophélie, dit-il avec sérieux, car Marie-Claire avait insisté pour qu'il l'appelle déjà tante. Maman dit que vous allez avoir un bébé. Est-ce que ce sera mon cousin ou ma cousine ?» Cette question innocente fit sourire toute la famille. « Nous ne le savons pas encore, mon chéri, » répondit Ophélie avec tendresse. « Il faudra attendre encore quelques mois pour le découvrir. » Emma, plus timide mais tout aussi attachante, s'approcha d'Ophélie et lui chuchota à l'oreille « J'espère que ce sera une petite fille. Comme ça, je pourrai lui apprendre à jouer à la poupée. » Ces interactions naturelles avec les enfants émurent particulièrement Augustin, qui voyait déjà Ophélie dans son rôle de mère et de tante aimante. Le déjeuner fut un moment de bonheur pur pour toute la famille. Louise s'était surpassée en préparant un menu exceptionnel, et Marie-Claire avait sorti la plus belle vaisselle de famille pour l'occasion. « Ce repas marque le début d'une nouvelle époque pour notre famille », déclara Henri en levant son verre de champagne. Ophélie buvait du jus de fruits. « Nous accueillons officiellement Ophélie parmi nous, et nous célébrons la venue de notre premier petit enfant. Je ne me souviens pas d'avoir été aussi heureux depuis la naissance de mes propres enfants. » Ces mots émurent aux larmes Ophélie, qui n'avait jamais imaginé être un jour accueillie avec tant d'amour dans une famille. « Merci, » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Merci de me donner la chance de faire partie de votre famille. C'est plus que tout ce dont j'ai jamais rêvé. » Augustin serra sa main sous la table, partageant son émotion et sa gratitude. Après le déjeuner, Isabelle proposa à Ophélie une promenade dans les jardins pour discuter en privé. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'être directe, » commença Isabelle en ajustant son écharpe contre le froid de février, « mais j'aimerais vous dire combien votre arrivée dans la vie d'Augustin nous soulage tous. Après sa rupture avec Margot, nous pensions qu'il ne s'ouvrirait plus jamais à l'amour. Il était devenu si dur, si fermé. Parfois maman pleurait, en se demandant si son fils retrouverait un jour la joie de vivre. Cette confidence révéla à Ophélie l'étendue de la souffrance qu'Augustin avait endurée et cachée. « Il ne m'a jamais parlé en détail de cette période, » avoua Ophélie. « Je savais qu'il avait souffert, mais pas à ce point. » Isabelle hocha la tête. « Il n'aime pas montrer sa vulnérabilité, mais depuis que vous êtes là, c'est redevenu le grand frère aimant et protecteur que j'ai toujours connu. Alors merci, Ophélie. Merci de lui avoir rendu son humanité. » La conversation avec Isabelle aborda ensuite des sujets plus pratiques mais tout aussi importants. « Pour le mariage, » dit Isabelle avec enthousiasme, « maman m'a dit que vous souhaitiez quelque chose de simple et d'intime. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut pour Augustin. Les grandes cérémonies mondaines le mettent mal à l'aise depuis toujours. » Elle s'arrêta près de la roseraie endormie par l'hiver et prit les mains d'Ophélie dans les siennes. « Mais j'aimerais vous proposer quelque chose. Accepteriez-vous que je sois votre témoin et que nous organisions ensemble votre robe de mariée? J'ai étudié la mode avant de me marier et j'adorerais créer pour vous quelque chose d'unique et de personnel. » Cette proposition toucha profondément Ophélie, qui n'avait pas d'amis proches pour l'accompagner dans ses préparatifs. « J'en serais honoré, Isabelle. Je n'ai pas de sœur, et avoir la vôtre pour m'aider serait un cadeau merveilleux. » Cette complicité naissante entre les deux femmes enchanta Augustin quand elles lui racontèrent leur conversation. Les semaines suivantes furent de consacrer aux préparatifs du mariage, fixé au 15 mars, soit dans un mois seulement. Marie-Claire s'occupait de tous les aspects pratiques, la décoration de la petite chapelle familiale située dans le parc du manoir, le repas de noces prévu pour une quinzaine de personnes seulement, les démarches administratives. « Un mariage en petit comité, c'est bien plus romantique, » répétait-elle à qui voulait l'entendre. « Et puis, avec le bébé qui arrive, il vaut mieux ne pas fatiguer Ophélie avec de grandes cérémonies. » Henri, de son côté,
s'occupaient des aspects légaux et financiers, s'assurant qu'Ophélie serait parfaitement protégée dans leur union. « Vous faites partie de la famille maintenant », lui dit-il un soir en lui montrant les documents qu'il avait fait préparer. « Il est important que vous ayez les mêmes droits et la même sécurité qu'Augustin. » Cette prévoyance paternelle émut Ophélie, qui mesurait chaque jour davantage la chance qu'elle avait d'être acceptée dans cette famille aimante. Parallèlement aux préparatifs du mariage, la grossesse d'Ophélie évoluait harmonieusement. Les nausées matinales avaient pratiquement disparu, et elle rayonnait d'un bonheur qui illuminait son visage. Marie-Claire la couvait comme sa propre fille, s'assurant qu'elle se reposait suffisamment et mangeait correctement. « Ma chérie, » lui disait-elle en lui apportant des tisanes spéciales, « vous portez notre petit enfant. C'est le plus précieux des trésors, et nous devons en prendre le plus grand soin. » Louise, de son côté, adaptait ses menus au goût changeant d'Ophélie, préparant des plats légers et nutritifs. « Une femme enceinte, ça se bichonne », répétait la cuisinière avec affection. « Et puis, regardez comme vous êtes belle. La grossesse vous va à merveille. » Ces attentions constantes touchaient Ophélie, qui se sentait entourée et protégée comme jamais dans sa vie. Augustin était aux petits soins pour sa fiancée enceinte. Il avait considérablement réduit ses heures de travail pour passer plus de temps avec elle, l'accompagnait à tous ses rendez-vous médicaux et lisait consciencieusement tous les livres sur la grossesse que Marie-Claire lui achetait. « Vous savez, » lui dit-il un soir en caressant doucement son ventre qui commençait à s'arrondir légèrement, « je n'arrive toujours pas à réaliser que notre bébé grandit là-dedans. C'est le miracle le plus extraordinaire qui soit. » Il avait pris l'habitude de parler au bébé chaque soir, lui racontant sa journée et lui promettant tout l'amour du monde. « Bonjour mon petit ange », murmurait-il contre le ventre d'Ophélie. « Papa est là, et il a hâte de te rencontrer. Tu vas naître dans une famille qui t'aime déjà plus que tout. » Ces moments d'intimité familiale émouvaient Ophélie aux larmes, consciente du bonheur inouï qui était le sien. Une semaine avant le mariage, toute la famille se réunit pour le dernier essayage de la robe qu'Isabelle avait créée pour Ophélie. C'était une merveille de simplicité et d'élégance. En soie ivoire, avec des manches longues en dentelle délicate et une coupe empire qui dissimulait discrètement le début de grossesse, tout en mettant en valeur la silhouette d'Ophélie. « Ma chérie, » dit Marie-Claire en la voyant dans cette robe, « vous êtes absolument radieuse. Augustin va tomber à la renverse. » Isabelle, fière de sa création, ajustait les derniers détails avec un soin méticuleux. « Cette robe vous va comme si elle avait été pensée pour vous depuis toujours, » dit-elle avec satisfaction. « Vous allez être la plus belle mariée que cette chapelle ait jamais vue. » Ces compliments faisaient rougir Ophélie de plaisir, qui n'arrivait pas à croire qu'elle allait bientôt épouser l'homme de sa vie dans cette famille qu'il avait adoptée avec tant d'amour. Ce soir-là, en se couchant dans les bras d'Augustin pour la dernière fois avant leur mariage, elle se sentait la femme la plus heureuse du monde, portant leur enfant et sur le point de devenir officiellement une Beaumont. Le matin du 15 mars se leva avec un soleil radieux qui sembla bénir cette journée si attendue. Ophélie se réveilla dans son petit appartement pour la dernière fois en tant que célibataire, le cœur battant d'émotion et d'anticipation. Marie-Claire frappa doucement à sa porte vers 8 heures, portant un plateau avec du thé et des petites pâtisseries. « Bonjour, ma future belle-fille », dit-elle avec un sourire rayonnant. « Avez-vous bien dormi? Aujourd'hui est le plus beau jour de votre vie. » Ophélie, encore en robe de chambre, se jeta dans les bras de cette femme qui était devenue sa seconde mère. « Marie-Claire », murmura-t-elle, émue aux larmes, « merci pour tout. Merci de m'avoir accueilli, aimé, accepté. Sans vous, je n'aurais jamais eu le courage de croire que je méritais ce bonheur. » Marie-Claire la serra tendrement contre elle, ses propres yeux humides d'émotion. « Ma chérie, c'est vous qui nous avez fait le plus beau des cadeaux en rendant notre Augustin heureux. Aujourd'hui, nous officialisons ce que nos cœurs savent déjà. Vous êtes notre fille. » Les préparatifs matinaux se déroulèrent dans une atmosphère féerique. Isabelle arriva vers 10 heures avec une esthéticienne et une coiffeuse qu'elle avait spécialement fait venir de Paris. « Une mariée doit être parfaite », déclara-t-elle en organisant la transformation d'Ophélie. « Mais dans votre cas, nous n'aurons qu'à sublimer une beauté déjà naturelle. » L'appartement d'Ophélie se transforma en véritable salon de beauté, avec des rires, des confidences et cette complicité féminine qui rend ces moments si précieux. « Racontez-moi comment Augustin vous a demandé en mariage », supplia Isabelle, en regardant la coiffeuse arranger les cheveux d'Ophélie en un chignon élégant, orné de petites fleurs blanches. Ophélie raconta cette soirée magique, les bougies, la bague, les mots d'amour, et toutes les femmes présentes soupiraient de romantisme. « Mon frère a toujours été un grand sentimental », dit Isabelle avec fierté. « Il cache bien son jeu, mais quand il aime,
Il aime pour de vrai. Pendant ce temps, dans la partie principale du manoir, Augustin vivait ses propres préparatifs avec son père et Thomas. Henri avait sorti un costume familial qui avait appartenu à son propre père, une merveille de sur-mesure en laine gris anthracite qui allait parfaitement à Augustin. Ce costume a porté bonheur à 3 générations de Beaumont, dit Henri en aidant son fils à ajuster la veste. Ton grand-père l'a porté pour épouser ta grand-mère, je l'ai porté pour épouser ta mère et maintenant c'est ton tour. Cette tradition familiale émut profondément Augustin, qui se sentait relié à toute une lignée d'hommes qui avaient aimé et été aimés avant lui. Thomas, qui servait de témoin à Augustin, l'observait avec amusement. « J'ai rarement vu un homme aussi nerveux et heureux à la fois, » plaisanta-t-il. « Tu trembles, littéralement. » Augustin ne le niait pas. « J'ai l'impression que ma vie entière m'a mené à ce moment, » avoua-t-il. « Dans quelques heures, Ophélie sera ma femme, et nous formerons une vraie famille avec notre bébé. C'est tellement beau que j'ai peur de rêver. » La petite chapelle familiale avait été transformée en un écrin de romantisme par les soins attentifs de Marie-Claire et Louise. Des centaines de bougies blanches illuminaient l'espace, et des compositions florales de roses blanches et de lys ornaient l'autel. Les bancs de bois anciens avaient été décorés de rubans de soie ivoire, et le sol était jonché de pétales de roses. « C'est magnifique !» s'extasia le prêtre, un vieil ami de la famille qui avait baptisé Augustin et Isabelle. Cette chapelle n'a jamais été aussi belle. On sent que ce mariage est béni par un amour véritable. Henri avait demandé à un quatuor à cordes de venir jouer pendant la cérémonie, et leurs notes délicates flottaient déjà dans l'air, créant une atmosphère d'une beauté saisissante. Même Louise, pourtant habituée au luxe de la famille Beaumont, ne pouvait retenir ses larmes d'émotion devant tant de splendeur mise au service de l'amour. À 14 heures précises, le moment tant attendu arriva. Augustin, magnifique dans son costume ancestral, attendait devant l'autel avec une émotion visible. Quand les portes de la chapelle s'ouvrirent et qu'Ophélie apparut au bras de Henri, qui avait insisté pour avoir l'honneur de la conduire à l'autel, un murmure d'admiration parcourut l'assistance. Elle était éblouissante dans sa robe créée par Isabelle, son visage rayonnant de bonheur et d'amour. Ses yeux ne quittèrent pas ceux d'Augustin, et lui-même semblait hypnotisé par sa beauté. « Mon Dieu, qu'elle est belle !» chuchota-t-il à Thomas, et sa voix tremblait d'émotion. Quand Henri déposa la main d'Ophélie dans celle de son fils, il murmura « Prends soin de notre fille, mon garçon, c'est un trésor que nous te confions. » Augustin serra la main d'Ophélie dans la sienne, et ils se regardèrent avec tant d'amour que toute l'assistance en fut émue aux larmes. La cérémonie fut d'une beauté et d'une émotion extraordinaire. Quand vint le moment des vœux personnels qu'ils avaient choisi d'échanger, Augustin prit la parole en premier. « Ophélie, dit-il d'une voix tremblante d'émotion, il y a quelques mois, vous étiez une inconnue qui est entrée dans ma vie pour épousseter mes livres. Aujourd'hui, vous êtes ma lumière, mon espoir, ma raison de vivre. Vous m'avez appris que l'amour véritable existe, qu'il peut guérir toutes les blessures et transformer une vie entière. Je promets de vous chérir chaque jour, de protéger votre bonheur comme le bien le plus précieux, et d'être le mari et le père que vous et notre enfant méritez. » Ces mots firent pleurer toute l'assistance, y compris le prêtre qui dut s'interrompre un moment pour essuyer ses larmes. Ophélie, à son tour, exprima ses sentiments avec une sincérité bouleversante. « Augustin, dit-elle, sa voix claire malgré l'émotion, vous m'avez offert bien plus qu'un foyer et une famille. Vous m'avez donné la possibilité de découvrir qui j'étais vraiment, de croire en ma valeur, d'oser rêver d'un bonheur que je pensais réservé aux autres. Vous avez transformé ma solitude en amour, mes peurs en confiance, mes doutes en certitude. Je promets de vous aimer avec la même intensité tous les jours de ma vie, de soutenir vos rêves, de partager vos joies et vos peines, et d'élever nos enfants dans l'amour que nous partageons. » Cette déclaration acheva de faire fondre en larmes tous les invités qui assistaient à l'union de deux âmes véritablement faites l'une pour l'autre. Quand le prêtre prononça enfin les mots « Vous pouvez embrasser la mariée », Augustin prit délicatement le visage d'Ophélie entre ses mains et l'embrassa avec une tendresse infinie. Ce baiser, scellant leur union devant Dieu et leur famille, fut d'une beauté si pure que même les musiciens s'arrêtèrent de jouer, émus par l'intensité du moment. Quand ils se séparèrent, mari et femme pour l'éternité, leurs visages rayonnaient d'un bonheur qui illuminait toute la chapelle. « Je vous présente Monsieur et Madame Beaumont », annonça joyeusement le prêtre, et les applaudissements éclatèrent, mélangés aux cris de joie et aux sanglots d'émotion. Le repas de noces, organisé dans la grande salle à manger du manoir, fut un moment de bonheur familial parfait.
Louise s'était surpassée avec un menu exceptionnel, et chaque plat était un chef-d'œuvre culinaire. Les discours furent touchants et pleins d'humour. Henri leva son verre à l'amour qui triomphe de tout. Marie-Claire porta un toast au bonheur de ses enfants et à la venue de son petit-enfant. Et Isabelle parla avec émotion de la renaissance de son frère, grâce à l'amour d'Ophélie. Augustin et Ophélie, assis côte à côte, se tenaient constamment la main, incapables de croire qu'ils étaient enfin mariés. « Madame Beaumont », murmurait Augustin à l'oreille de sa femme, « comme j'aime le son de ces mots. » Ophélie rougissait de plaisir chaque fois qu'on l'appelait ainsi, réalisant qu'elle avait vraiment trouvé sa place dans cette famille extraordinaire. 6 mois plus tard, par une chaude soirée d'août, Ophélie donna naissance à un magnifique petit garçon qu'ils prénommèrent Gabriel. L'accouchement se déroula parfaitement, et quand l'infirmière déposa le bébé dans les bras de sa mère, Ophélie et Augustin pleurèrent de joie devant ce petit miracle. « Il vous ressemble », chuchota Ophélie, en regardant les petits traits délicats de leur fils. « Il a vos yeux gris et votre nez aristocratique. » Augustin, qui tenait délicatement le petit poing de Gabriel dans sa main, était ému aux larmes. « Il est parfait », murmura-t-il. « Notre petit Gabriel est absolument parfait. » Les grands-parents, Marie-Claire et Henri, étaient fous de joie et passèrent leur journée à pouponner leur petit-fils, comblant Ophélie d'attentions et d'aide. « Ce bébé est la plus belle réussite de notre famille », répétait Marie-Claire en berçant Gabriel. « Il est né de l'amour le plus pur. Il ne peut qu'être heureux. » Un soir d'automne, alors qu'Ophélie berçait Gabriel dans le petit salon où tout avait commencé entre Augustin et elle, son mari vint s'asseoir à côté d'elle et contempla sa petite famille avec un émerveillement intact. « Vous savez à quoi je pense ?» dit-il en caressant doucement la tête de son fils endormi. « Je pense à cette soirée où je vous ai demandé une simple caresse. Si quelqu'un m'avait dit que ce geste allait changer ma vie entière, que cette main posée sur mon visage allait m'apporter l'amour, le mariage, la paternité et le bonheur le plus complet, je ne l'aurais jamais cru. » Ophélie sourit tendrement, repensant elle aussi à ce moment magique. « Moi non plus, je n'aurais jamais imaginé qu'une femme de ménage puisse épouser un millionnaire et vivre un conte de fées, » répondit-elle. « Mais je crois que quand l'amour est sincère, il peut renverser toutes les barrières. » Augustin l'embrassa délicatement, prenant garde à ne pas réveiller Gabriel. « Notre histoire prouve que l'amour véritable existe vraiment, » murmura-t-il, « et qu'une simple caresse peut changer le destin de 2 personnes pour l'éternité. » Cette nuit-là, en regardant dormir son mari et son fils dans la lumière douce de la lune, Ophélie remercia silencieusement le destin qui avait mis Augustin sur sa route. De femme de ménage solitaire et sans famille, elle était devenue l'épouse aimée d'un homme merveilleux et la mère d'un petit ange. Elle avait trouvé sa place dans une famille qui l'avait accueillie comme leur propre fille, et elle savait que leur amour grandirait encore avec les années qui viendraient. En posant sa main sur son ventre, elle sourit en pensant que peut-être, dans quelques mois, Gabriel aurait un petit frère ou une petite sœur, car l'amour qu'elle partageait avec Augustin était si fort, si généreux, qu'il ne demandait qu'à créer encore plus de bonheur et de vie. Leur histoire, née d'une simple caresse dans un moment de solitude, était devenue la plus belle des preuves que l'amour véritable peut tout transformer, tout guérir, tout embellir, et qu'il suffit parfois d'un geste de tendresse pour changer 2 vies pour l'éternité. Merci d'avoir suivi cette belle histoire d'amour entre Ophélie et Augustin. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette histoire, et dites-moi d'où vous nous avez écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires émouvantes. Que cette histoire vous inspire à croire en l'amour véritable et en la magie des rencontres inattendues. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui touchera votre cœur. Tentar novamente Claude, ainda não tem a capacidade de executar o código que gera.